Bonjour à tous et bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui met en lumière les projets qui nous tiennent à cœur. Qu'ils soient d'entrepreneuriat ou encore artisanaux, chaque projet nous apporte quelque chose d'important à mon sens et celui d'aujourd'hui vous donnera peut-être envie d'écouter votre propre ambition. Et aujourd'hui, c'est Doris qui est venue parler avec moi de son parcours professionnel. Parce qu'elle est l'illustration d'une vie d'ambition dans laquelle trouver du sens passe avant tout. Un épisode spécial dans lequel on n'évoque pas seulement l'entreprise Projet et moi qu'a créé Doris, mais plus l'ensemble des expériences qui l'ont forgé tout au long de son parcours. Un moment très riche que je vous partage avec beaucoup de plaisir, ponctué de ci et de là de précieux conseils retenus par Doris. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à nous le dire, que ce soit sur nos réseaux sociaux, en vous abonnant au podcast sur votre application préférée, ou encore en nous laissant un petit commentaire. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode. Salut Doris, bienvenue sur Mille et une ambitions. Coucou Maëlle, merci. Merci à toi, comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien. Contente d'être à mon micro ce matin. Voilà, c'est ça, très contente. Merci de ton invitation. Merci à toi d'être présente aujourd'hui. Et puis écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui, donc moi c'est Doris, j'ai 33 ans, je suis vendéenne. Ok. Voilà, je suis coach professionnelle actuellement, entrepreneuse et aux multiples casquettes. Ça résume assez bien la tournure que va prendre ce podcast aujourd'hui. Parce que alors pour les auditeurs qui nous écoutent régulièrement, je vous précise juste, il s'agit d'un épisode un petit peu spécial, en tout cas dans la construction de celui-ci, puisqu'on va pas se concentrer seulement sur l'entreprise de Doris, mais plus sur l'ensemble de son parcours. Puisqu'on peut dire, je pense aujourd'hui que tu es l'incarnation de l'expression avoir eu 1000 vies, avec ton parcours quand même. Alors, si on peut commencer par tes études, par exemple, comment ton parcours a commencé ? Comment mon parcours a commencé? Écoute, j'ai fait un bac littéraire. Ok. Donc déjà mes années lycée, c'était pas hyper facile. D'accord. J'étais dans un lycée qui était assez élitiste et en fait moi, tu vois, j'aurais voulu aller dans une filière économique et sociale. D'accord. À l'époque, c'était ça. Et en fait, on m'a dit non, en gros, vous n'avez pas le niveau, vous, juste là où vous pouvez aller, c'est en L, quoi, en littéraire. D'accord. Donc en soi, c'était bien, mais voilà, c'est vrai que j'aurais voulu aller en économique et sociale. Ouais. Et en fait, si tu veux, j'ai eu une scolarité à ce moment-là au lycée où quasiment tous les ans, j'étais un peu convoquée en mode oui, vous travaillez pas assez, vous n'avez pas assez de bons résultats, attention, vous n'allez pas passer au niveau d'après, quoi. D'accord. Donc ça, c'est important parce que ça m'a ancré déjà une croyance à cette époque, comme quoi, vraiment, j'ai ancré dans ma tête que j'étais vraiment plus bête que les autres. Parce qu'en fait, moi, je travaillais beaucoup, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais toujours pour des résultats moins bons. Et en plus de ça, je me faisais reprocher que je ne travaillais pas assez. Du coup, je me suis dit, en fait, c'est juste que tu dois être moins intelligente que les autres. Donc je me suis déjà à ce moment-là forgé l'idée qu'il fallait travailler 10 fois plus que les autres si je voulais arriver à un résultat correct. Et donc j'ai passé mon bac, je l'ai eu vraiment à 10 et quelques, tu vois, donc ça m'a d'autant plus fait me dire, ah là là, vu tout ce que t'as travaillé, enfin je me souviens les résultats du bac, par exemple, j'ai fondu en larmes, quoi. Quand j'ai vu les résultats, j'étais, ah là là, mais vraiment, t'es nulle, quoi. Et pour autant, j'avais vraiment une envie depuis quasiment le collège. Je voulais être éducatrice spécialisée. C'était vraiment une vocation pour moi. Et du coup, ça, c'était pas du tout valorisé du coup au moment du choix de ces études supérieures. D'autant plus que donc je voulais être éduque, et donc pour être éduque, il fallait entrer dans une école, il fallait passer un concours. Et donc moi, mes parents, mon père notamment, me disaient tu passes le concours, quoi. Enfin, sauf que moi, je me disais, mais pour entrer là-dedans, il faut être quand même assez mature. Voilà, je me disais, il faut être assez au fait des questions de société, faut être politisé, et moi je me le sentais pas à 18 ans, je me disais non, t'es pas encore assez mature. Donc j'ai fait une fac de psycho,
Voilà, j'ai fait 2 ans de psycho. En soi, j'étais plus inscrite que assidue au cours, mais j'ai fait une année à Angers, une année à Nantes, et surtout ma 2e année, en fait, je me suis énormément investie dans des associations pour faire du bénévolat, parce que je me suis dit, c'est comme ça que je vais me faire une expérience concrète dans le social, et j'aurai des choses à raconter pour passer les concours. Donc ça, c'était en 2009. Et donc j'étais dans une asso qui s'appelait, donc c'était à Nantes, qui s'appelait Prison et Justice 44, donc c'était de l'accueil de familles qui venaient visiter des détenus, donc c'était les accueillir avant les parloirs. Donc je faisais ça, je faisais aussi de l'entraide scolaire, donc j'accompagnais un jeune dans la question de ses devoirs, tout ça, et puis j'étais aussi à Enfance et Partage, c'est une association sur la protection de l'enfance. Donc comme ça, tu vois, ça me faisait toucher à différents domaines, et ça me faisait avoir de l'expérience dans le social. Et à côté de ça, du coup, je préparais mon concours à distance avec le CNED, et en fait, après, je suis allée passer mes écrits, donc c'est la première épreuve, dans vraiment plusieurs villes. J'ai un peu fait un tour de France. Je crois que la première ville où j'ai été, c'était à Montpellier, j'étais à Annecy, j'étais à Avignon, j'étais à Bordeaux. Enfin voilà, j'ai vraiment passé dans plusieurs villes, et en fait, le système, c'était qu'il y avait certaines villes où si tu avais l'écrit, ça t'ouvrait sur d'autres villes là où tu n'avais pas forcément passé les écrits pour passer l'oral. Et donc typiquement, moi j'ai obtenu mon écrit à Avignon, et du coup je m'en souviens parce que le thème c'était le commerce équitable. Et je me revois vraiment dans l'amphithéâtre, où on était sur cette épreuve, et on retourne la feuille, tu sais, en examen, tu retournes la feuille, tu vois ton sujet. Et là, je me dis, oh, mais j'y connais rien, c'est quoi le commerce équitable et tout, enfin, bref, et je sais pas comment je m'en suis sortie, je serais très curieuse de relire ce que j'avais écrit, mais je m'en suis sortie, et du coup, ça m'a ouvert la porte des oraux, et donc là, je suis allée passer mes oraux, et donc là, je suis allée à Lille, je suis allée à Brest, enfin bref, encore une fois, dans plusieurs villes. Et en fait, la seule ville où j'ai obtenu mon oral, c'était à Brest. Donc, du coup, ça, on arrive en 2010, et donc en 2010, je rentre en école d'éducatrice spécialisée à Brest. Donc, je quitte Nantes, j'arrive à Brest, et du coup, pour moi, c'est la consécration, quoi. Je rentre en école d'éduc, c'est mon rêve, voilà. Et donc, du coup, là, c'est parti pour 3 ans d'études pour être éducatrice spécialisée. Bon, je vais revenir sur quelques points parce que t'as tracé très très vite. Mais moi, j'ai plein de questions. Déjà. Ah bah oui, parce que, alors déjà, t'as fait du bénévolat pendant tes études, enfin tes toutes premières études pour le coup. Tu étais très jeune pour te confronter à des choses aussi difficiles par toi-même, quand même. On parle d'accueillir des familles avant d'aller à un parloir quand même. Comment ça t'est venu, parce que c'est quand même des choses qui, je pense, ne viennent pas dans la tête de tout le monde quand on a 19 ou 20 ans. Bah, comment ça m'est venu en fait, je sais pas, j'étais vraiment attirée par le social, en fait. C'était en fait, très jeune, je pense qu'au début, c'était un peu conditionné, on va dire, par ma mère, qui m'avait toujours dit, qui avait un peu projeté sur moi le fait que j'avais un truc avec les enfants, et que du coup, j'allais travailler avec les enfants et tout ça. Et donc, très jeune, je m'étais intéressée aux métiers qui touchent à l'enfant, quoi. Et j'étais tombée sur éduc de jeunes enfants, notamment, mais par exemple, je m'étais aussi intéressée à être juge des enfants. Et par exemple, éduc de jeunes enfants, pour moi, c'était pas assez... comment dire, c'était entre guillemets trop simple, donc je veux pas dire que c'est un métier vraiment simple, mais en tout cas, il y avait une complexité sociale qu'on retrouvait pas suffisamment, je trouvais, en tant qu'éduc de jeunes enfants, et donc ça m'a amenée à éduc spécialisé, parce que là, on retrouvait des problématiques un peu plus... complexes, en tout cas, des problématiques vraiment sociales, quoi, et pas juste sur la question du développement de l'enfant et tout ça, quoi. Donc, voilà, je sais pas, j'ai toujours été intéressée par les questions sociales. Ouais, carrément. Et du coup, est-ce que tu peux définir un petit peu plus le rôle d'une éducatrice spécialisée ? Parce que, alors, tu vois, à titre personnel, je me suis posé la question avant de réaliser l'épisode.
Bah, déjà, on m'a toujours dit, bah, du coup, éduc spécialisé, mais t'es spécialisée en quoi? Oui, non, mais c'est vrai! Bah, oui, c'est vrai, mais je t'avoue que je sais pas, je sais pas, en fait, parce qu'en plus, il y a tellement de domaines. C'est ça. Non, ouais, éduc spécialisé, c'est vraiment, accompagner à l'autonomisation des personnes, des personnes qui sont, dans des, vraiment des situations, difficiles et Ouais. compliquées, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue, comment dire? De leur santé, ça peut être, voilà, dans le domaine du handicap, de l'insertion ou, voilà, de la protection de l'enfance. Moi, j'ai vraiment travaillé dans les 3 domaines, hein. Ouais, bah, oui. Et du coup, oui, voilà, c'est vraiment accompagner les personnes, dites entre guillemets, «en marge de la société». Ouais, carrément. Et bah, tu parlais des domaines, moi j'ai un petit peu creusé. C'est vrai que tu en as fait énormément. Mmh. À la suite de donc tu as été officiellement diplômée en 2013, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc après, tu te lances en tant qu'éducatrice spécialisée? Ouais, alors, aujourd'hui, je crois que la formation, elle a vraiment changé, mais moi, Ouais, du coup, à l'époque, donc c'était une école en 3 ans qui était très, très, sur le terrain. d'accord. Donc, en fait, dès la première année, tu es en stage, tu as un premier stage, tu as un deuxième stage en deuxième année, en troisième année, tu as un long stage. D'accord. Donc, moi, en fait, j'avais un plan d'études, précis que je voulais respecter parce que je suis rentrée vraiment avec l'idée de bosser dans la protection de l'enfance Ouais, en AEMO. C'est un service, d'aide éducative en milieu ouvert, c'est-à-dire que OK, tu es missionné par le juge des enfants dans le cadre d'une situation de protection de l'enfance pour d'accord, intervenir, au domicile des familles. Donc du coup, c'est une alternative au placement des enfants et donc d'accord. l'idée c'est de travailler vraiment avec la famille, dans l'intérêt de l'enfant. Mmh mh. Et donc, moi, vraiment, c'était ça mon truc, c'est ça qui m'intéressait. Donc, toi, je faisais les portes ouvertes des écoles et je disais: Mmh. «Moi, je veux être éduc dans la protection de l'enfance en AEMO» et les gens Ouais, me disaient: «Mais attends, enfin, il y a tellement de domaines dans lesquels tu peux travailler, te ferme pas trop de portes, quoi». ouais. Et donc, première année, donc je voulais garder vraiment ce domaine-là pour ma dernière année, pour vraiment faire mon mémoire dessus et puis, me Mmh. professionnaliser là-dessus. Donc du coup, je me dis: «Bah, première année, je vais travailler dans le handicap». Parce que pour le coup, c'est vraiment un domaine où je suis pas, particulièrement à l'aise Ouais. et pour autant, ben, voilà, je me suis dit, ben, c'est important de découvrir donc Oui, carrément. je vais travailler, voilà, dans le handicap. Donc j'ai travaillé, dans un institut médico-éducatif, à Concarneau, dans le Finistère et avec des enfants du coup, je sais plus trop quel âge, je dirais de Mmh mh. 8 à 10 ans, qui étaient, psychotiques, autistes, trisomiques, voilà, vraiment des handicaps assez lourds. Ouais. Et donc, voilà, je fais cette première année, mon premier stage, dans le handicap, ce qui m'a confirmé d'ailleurs que je ne voulais, pas forcément aller dans ce domaine-là. Ouais. 2e année et d'ailleurs qui me confirmait aussi que je ne voulais pas particulièrement, travailler avec les enfants. Ah ouais? Contrairement à ce qu'on m'avait un petit peu Oui. toujours, ancré, finalement non. Et Ouais. 2e année, du coup, ben, je voulais faire mon stage dans l'insertion, donc en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc Ouais. là, on accueille des personnes qui sont sans logement. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de faire, de stage dans ce domaine-là, ni dans le Finistère, ni en Bretagne. D'accord. Donc vraiment, j'ai ratissé large et tout et vraiment je trouvais pas de stage, ils prenaient que des 3e années. Donc là, c'était la grosse galère, donc du coup, la seule solution, c'était, de partir ailleurs et là, du coup, avec, mon copain que j'avais rencontré l'année d'avant, à Nantes et qui est toujours mon compagnon aujourd'hui, Mmh. en fait, lui terminait sa licence de droit et moi, je cherchais un stage, donc on s'est dit: «Ben, je vais aller, enfin lui il postulait dans des villes où il y avait des masters qui l'intéressaient et moi Ouais. j'envoyais mes candidatures de stage. Donc typiquement, on avait ciblé, Toulouse, Montpellier et Lille, D'accord. donc rien à voir et Ouais, du c'est ça. coup, le seul, endroit où où j'ai eu une, réponse positive pour mon stage, c'était à Lille. Donc c'est pour ça qu'on est parti à Lille en 2011. OK. Donc lui, a fait son master et moi, du coup, j'ai fait mon stage de deuxième année, donc en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. D'ailleurs, j'ai fait mes 2 dernières années d'études entre Lille et Brest, voilà. Ouais. Et en troisième année, voilà qu'arrive la troisième année et du coup, normalement, ben, mon cursus, que j'avais envisagé dès le départ, c'était de faire mon stage, donc dans ce fameux service de protection de l'enfance en Ouais. milieu ouvert.
Sauf que je n'ai jamais réussi à trouver de stage comme je le souhaitais. Et finalement, j'ai été dans un stage en placement familial spécialisé. Donc c'est un service pour le coup qui est du coup je te disais je voulais aller d'un service d'alternative au placement et là pour le coup c'était un service de placement en famille d'accueil. Et donc du coup là c'était vraiment accompagner des enfants qui d'ailleurs étaient quasiment placés dès la naissance en famille d'accueil dans le lien un peu de médiation avec leur famille d'origine, avec leurs parents, dans des situations de protection de l'enfance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des très jeunes enfants, par exemple, je me souviens d'une petite fille, son papa l'avait secouée, donc elle avait eu le syndrome du bébé secoué, donc elle avait gardé des très graves séquelles à vie, elle était handicapée, tout ça. Et donc, typiquement, à l'âge de 3-4 ans, je crois, elle revoyait son papa, qui lui avait été condamné, tout ça, pour ce qu'il avait fait. Du coup, là, il avait le droit de revoir sa fille, mais que en visite médiatisée. Et moi, en tant qu'éduc, j'étais là pour faciliter ce temps de visite médiatisée entre un papa qui revoit sa petite fille et toujours être dans une intention, une posture de protection de l'enfant. Oui, bien sûr. Typiquement, voilà, c'était une des situations que j'ai rencontrées. Et donc, ça a été un stage qui a été très dur pour moi, qui a été très dur, et du coup, au final, quand j'ai terminé mes 3 ans de formation, je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas travailler dans la protection de l'enfance. Oui. Au final, c'est pas ça que je veux, et en fait, entre-temps, comme j'avais travaillé en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ça m'avait énormément plu, et du coup, c'est là où j'ai rencontré, en fait, finalement, des premières personnes qui étaient immigrées, exilées, pour la plupart déboutées aussi du droit d'asile. Et en fait, je me suis énormément intéressée à ce sujet-là parce que j'avais une mission d'insertion. On accompagnait à l'insertion dans la société, sauf que il y avait des familles qui étaient sans papier. Donc, comment tu peux accompagner à l'insertion sociale des personnes qui n'ont pas, leurs droits ne sont pas reconnus en fait en France. Et donc c'était tout un micmac administratif, et du coup je me suis dit j'ai envie de comprendre. Donc j'ai commencé à aller voir, à me renseigner auprès des associations qui agissent en faveur des personnes migrantes. Et en fait, moi, je voulais pas être dans un truc en mode défendre à tout prix les droits de ces personnes-là, à coûte que coûte. Je voulais avant tout comprendre. Ce qui m'a fait m'orienter vers une association qui s'appelle la CIMAD et qui accompagne d'un point de vue vraiment juridique les personnes sur leur démarche de demande de titre de séjour ou demande d'asile, enfin voilà, tout ce qui est régularisation. Et qui va plus loin que ça, parce qu'il y a des véritables experts juridiques, et du coup on peut mener des actions aussi de plaidoyer, faire jurisprudence, et en fait faire vraiment avancer le droit. Et du coup moi j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé que c'était un super levier d'action en fait, le droit. Sûr. Et donc, du coup, je me suis hyper formée au droit des étrangers j'étais investie dans cet asso pendant 5 ans. Et donc, je me suis hyper formée à ça. J'étais même devenue limite juriste, parce que en fait j'intervenais au titre de cette association parfois dans des colloques, des conférences, des tables rondes, ou même je faisais des formations pour d'autres professionnels quand même. Du social, et du coup voilà, on me présentait comme juriste en droit des étrangers. Et j'avais une vraie expertise, parce qu'en parallèle je travaillais aussi, donc je continuais de travailler en tant qu'éduc en centre d'hébergement, donc voilà. Et puis après j'ai travaillé dans un service d'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales. Et en fait là ça mêlait en fait les deux aspects, parce que parfois il y a des femmes étrangères en situation de violence conjugale, par exemple une personne qui a un titre de séjour ou pas d'ailleurs, et qui est victime de violence conjugale. Une femme, admettons sans papier, victime de violence conjugale en France, peut demander un titre de séjour au regard des violences conjugales qu'elle subit. Donc ça mêlait en fait l'aspect droit des étrangers et l'aspect violence conjugale. Donc là j'avais une double spécialité qui faisait que je pouvais apporter vraiment des conseils vraiment précis et un accompagnement adapté dans ces situations-là. Et donc là c'était une période très très riche dans ma vie, tu m'étonnes. parce que voilà, j'étais à la fois à temps plein en fait en tant qu'éduc,
j'étais à côté de ça, sur mon temps libre, j'étais dans l'association de défense des droits des étrangers, donc j'accompagnais sur le plan juridique d'autres personnes étrangères, Ouais. et par ailleurs, je me suis d'autant plus investie dans l'association parce qu'il y avait un festival dans le cadre de cette association qui s'appelle Migre en scène, qui est un festival national, parce que c'est une association nationale. Et moi, en fait, en 2014, fin 2013, j'ai pris en fait la coordination de ce festival. Ouais. Donc je me suis beaucoup investie sur ce projet-là, donc ça, j'ai fait 2 ans. Donc je recrutais des nouveaux bénévoles pour monter ce festival. Il fallait créer toute une programmation artistique qui avait vraiment à vocation de sensibilisation sur les politiques migratoires en France. Okay. Donc il y a des thématiques, donc là, je crois que la première année je l'ai fait, la thématique c'était le vivre ensemble. Ok. Et la deuxième année, la thématique, je crois que c'était sur les politiques migratoires européennes. Et donc du coup, voilà, il s'agissait en fait par le biais d'événements artistiques, culturels, d'ouvrir un espace d'échange et de dialogue autour de ces questions-là, de sensibiliser en fait les personnes, les citoyens sur ces questions. Voilà, et donc du coup, moi ce que j'ai aimé faire, en tout cas la dynamique que je portais, c'était de co-créer des événements artistiques avec les personnes concernées en fait, les personnes migrantes. Donc typiquement la première année, on a monté un super projet avec un photographe professionnel. En fait, on avait distribué des appareils photo jetables à une trentaine de personnes donc, qui étaient en France, hein, qui avaient immigré en France, et peu importe leur situation d'un point de vue statut, mais on leur avait donné des appareils photo et on leur avait dit photographiez votre quotidien, les endroits où vous passez, etc. Et en fait, donc ensuite on a fait développer toutes ces photos-là et on a créé une grande œuvre. On avait collé toutes les photos avec bien évidemment une présentation artistique en jouant sur les couleurs, tout ça. Bon là, typiquement c'était l'artiste photographe qui a conçu l'œuvre, et on l'a exposée en fait dans le cadre d'un événement en collaboration avec la mairie de Lille. Et en fait, l'idée, c'était d'interpeller sur le familier et l'étranger. Parce que finalement, c'était des personnes dites étrangères qui prenaient en photo des endroits, en fait, familiers pour la plupart des gens qui venaient voir l'expo. Carrément. Et donc, du coup, voilà, on sensibilisait, tu vois, c'était une manière de sensibiliser typiquement cette création. Par exemple, la deuxième année, il y avait une metteuse en scène qui avait monté en fait tout un spectacle de théâtre avec des femmes en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc c'était des femmes qui demandaient l'asile en France et qui avaient monté un spectacle, et elles jouaient en fait leur propre rôle dans la pièce. Trop bien. Et donc c'était une compagnie, enfin du coup c'était des personnes de Normandie, donc on les avait fait venir. Enfin voilà, du coup moi mon rôle c'était aussi d'être en veille sur des spectacles ou des créations artistiques qui étaient sur ces sujets-là. Donc ça, j'avais été par exemple au Festival d'Avignon, du coup j'allais voir des spectacles sur ces sujets-là pour me dire tiens, est-ce que ça serait intéressant de le mettre dans la programmation, tout ça. Donc voilà, bref, c'était une année des années très intenses où j'étais très impliquée sur tous les niveaux. Dans mon travail d'éduc où j'accompagnais sur les violences conjugales, dans ce festival, dans l'association en tant que telle, puisque j'étais membre du bureau aussi, donc voilà, mener aussi la dynamique associative. En plus, c'est entré à ce moment-là, je crois que c'était 2015, début 2015, il y a eu donc il y a eu la guerre en Syrie, et du coup il y avait eu toute les Syriens, en fait, il y avait une immigration syrienne à ce moment-là, et du coup, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu cette image d'un enfant qui a été retrouvé sur une plage mort, il y avait eu un naufrage, et en fait ça avait fait la une dans les médias, et on avait eu une demande vraiment croissante de bénévoles. Là tout à coup les gens se réveillaient en mode on veut faire quelque chose et tout, donc on avait énormément de demandes, donc il fallait gérer aussi un petit peu toutes ces bonnes intentions qui arrivaient. Mais fallait maintenir une efficacité dans l'action de l'association. Oui, c'est sûr, carrément. Bon, c'est déjà des années qui ont dû t'enrichir à un niveau
c'est une belle revanche sur la toi du lycée qui se disait pas intelligente. Ouais. Alors, oui, c'est sûr que... Quand on te présente juriste sur un colloque alors que tu ne l'es pas, je pense que c'est une belle revanche aussi. Alors, je dirais oui et non. Parce qu'en fait, je pense qu'à l'époque, j'avais pas conscience... En fait, j'avais tout le temps un gros syndrome de l'imposteur. Ouais. Et du coup, je me disais pas que finalement que j'étais intelligente. Oui, j'avais non, toujours sûr. ce doute en fait en moi et qui a duré vraiment très longtemps et même des fois encore aujourd'hui, je sais qu'il peut pointer le bout de son nez et Ouais. bon maintenant je sais comment faire, mais à cette époque en fait non, justement je vivais avec cette croyance que j'étais pas intelligente et c'est pour ça que je travaillais à fond tout le temps. Okay. Et parce que je me disais pour faire bien les choses, et toi, faut que tu travailles à fond, quoi, vraiment, vraiment. Ouais, okay. Et du coup, non, au final, je me trimballais cette croyance. Et non, au final, je faisais énormément de choses, mais je me rendais pas compte de ce que je faisais, de ce que je développais, de ce que j'étais capable de faire. Voilà, je trimballais aussi un peu un manque de confiance en moi, ouais, bien sûr. Et puis qui t'avait été un petit peu installé aussi par tout ce qu'on avait pu te dire, du coup. Bah ouais, c'est ça. Donc non, vraiment, je vivais avec. Et puis, en fait, toutes ces années ont été très, très intenses. Je me souviens, un jour, c'était un week-end, on était partis parce qu'il y avait une manifestation de soutien à Calais, parce que tu sais qu'il y avait plein de personnes, tout un camp de migrants, enfin la jungle de Calais, enfin bref. Et du coup, on était allés là-bas avec l'association, il y avait une manifestation festive et tout ça, donc j'avais passé le week-end là-bas. En rentrant, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais visionné des films, je m'en souviens, c'était sur la Palestine, pour sélectionner des films pour le festival, pour voir quel film on allait mettre dans la programmation. Le lundi matin, j'arrive au service d'écoute pour les violences conjugales, et là, je craque. Et je vois ma chef et tout, elle arrive, elle dit ça a pas l'air d'aller, je fais non ça va pas et tout, enfin bref, et elle dit mais t'as fait quoi ce week-end? Et je lui raconte, elle me fait tu m'étonnes que ça va pas, c'est n'importe quoi, enfin stop. Et en fait c'est une période où je n'arrivais pas à m'arrêter, mes semaines elles faisaient je ne sais combien d'heures, mon planning était tout le temps rempli. Et puis c'est pas comme si tu faisais une activité qui n'était pas prenante émotionnellement parlant, parce que tu es quand même confrontée à des parcours de vie à cette période-là qui sont vraiment parfois très 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 compliqués. Donc je suppose que l'empathie, etc., fait que tu en prends aussi énormément pour toi, quoi. Ouais, alors donc à ce moment-là, les émotions, à ce moment-là, je savais pas ce que c'était les émotions. Ouais. Alors je veux pas dire que j'étais insensible, mais c'est juste que moi j'avais pas conscience de mes émotions. Et en fait, pour moi, tout ça c'était mon travail. Tu vois, l'empathie, ok, c'est enfin, je pense que c'est chez moi une qualité naturelle, mais en fait pour moi ça a toujours été une compétence professionnelle que j'ai développée. Donc je l'ai toujours abordée sous l'angle pro. Donc en fait, l'empathie, créer la relation de confiance, être dans la relation humaine, voilà, l'écoute active, tout ça, ça a toujours été du professionnel. Donc j'avais ma casquette de professionnel et du coup j'étais tout le temps avec ma casquette de professionnel et en fait je sais pas, c'était le travail quoi. Donc du coup je faisais mon travail et puis quand je rentrais chez moi, j'ai jamais trop été en mode à ramener des histoires compliquées, tu vois, à me dire waouh, c'était dur, nanana, enfin non, je faisais vraiment la part des choses. Après, je dirais que quand je suis arrivée dans le service pour les violences conjugales, au bout d'une semaine, je suis allée voir ma chef de service et je lui ai dit waouh, c'est dur. Parce que pour le coup, je m'étais vraiment retrouvée en entretien où vraiment j'étais très touchée parce que la personne me disait et vraiment je sentais que ça m'affectait et je sentais que limite je pouvais craquer devant la personne quoi. Et en fait ma chef de service, je me souviens, m'avait dit mais attends
Ah bon, tu trouves ça dur? Pourtant tu accompagnes des réfugiés qui ont fui la guerre, qui t'ont raconté leur récit de guerre et tout ça, enfin bref. Je dis: «Ouais, mais je sais pas, c'est pas pareil», enfin parce que c'est vrai qu'en fait, dans les violences conjugales, face à moi, j'avais des femmes qui pouvaient être, ma voisine, qui était la boulangère du coin, qui était la banquière, qui était l'institutrice, enfin et en fait, tu t'identifies beaucoup plus et du coup, je sais pas, il y a un truc et puis c'est la violence pure, en fait. La violence psychologique, la violence morale, la violence physique et en fait, voilà, c'était, pour moi, je l'ai trouvé très dur, mais voilà, ça durait, allez, les premières semaines, puis après j'étais dedans, quoi et après, tu vois, tu aussi dans un contexte où, ben, moi, j'avais mes collègues, on avait des supervisions, on avait des temps d'analyse de pratique, donc en fait, tu es amené aussi à prendre du recul. Néanmoins, avec les années, moi, je me suis rendu compte aussi que, en fait, c'est pas tant que je ramenais les situations compliquées à la maison, c'est juste que je vivais avec une sorte de nuage gris au-dessus de la tête. Parce qu'en fait, si tu veux, tu vis dans un monde où il y a que des problèmes. S'il y a des problèmes, c'est compliqué, c'est lourd. Tu vois, en fait, ça, t'as une perception de la société qui est dure. Et du coup, t'es dans cette perception-là. En plus, moi, j'avais aussi une casquette de militante. Oui. J'étais militante, j'étais engagée aussi sur des idées politiques et du coup ça te génère en fait constamment, t'es constamment dans une sorte d'émotion de la colère. En fait, t'es toujours en colère, t'es toujours révoltée, faut lutter, faut se battre, tu vois. Et moi j'étais vraiment dans cette conscience-là permanente. D'ailleurs, je ne concevais pas qu'on puisse ne pas être militant. Qu'on ne puisse pas avoir de conscience politique. Et en fait, tout était là-dedans. Et mon cercle social aussi, c'est-à-dire que les gens que je côtoyais, qui étaient devenus après des amis, ou en tout cas des personnes, comment dire, que je côtoyais souvent. Bien sûr. En fait, on était tout le temps dans des discussions politiques, dans des débats, dans des questions très sérieuses. Voilà, sur les questions de tu société, restais quoi. dans ce même, Voilà, cette donc même ça, ambiance. Ouais, qui était dure, quoi, et voilà, et moi j'avais plutôt l'impression de vivre avec une sorte de nuage au-dessus de la tête, de nuage gris. Et en fait, quand j'ai commencé à m'en rendre compte, je me suis aussi dit, parce qu'en fait, mine de rien, en fait, je traînais une sorte de fatigue chronique. Qui a commencé, je sais pas, en 2014-2015, je traînais une sorte de fatigue chronique, et en fait tous les ans, d'ailleurs c'était tout le temps au printemps, je me retrouvais en arrêt, en fait. J'avais au moins une semaine d'arrêt, je pouvais plus, quoi, j'étais arrivée au bout d'un truc, et à chaque fois je me disais, là t'as dépassé la limite, quoi, t'as trop tiré sur le fil. Sauf que je le voyais pas venir, ce truc-là, pendant quelques années. Et à chaque fois, j'arrivais au moment où, waouh, j'avais été trop loin, je ne pouvais plus, quoi. Donc j'étais en arrêt, puis après je reprenais. Mais à partir de 2015, 2016, vraiment, j'avais une fatigue chronique, mais constamment, en fait. Je me sentais tout le temps fatiguée, c'était pesant, quoi. Et je savais pas quoi faire, je savais pas comment faire. Et je me souviens, à un moment donné, j'ai commencé à dire, mais en fait, moi, j'en peux plus de me lever pour voir des gens pleurer. Parce qu'en fait, c'est ça mon quotidien. Bien Quand sûr. je travaillais dans les violences conjugales, en plus, j'étais la seule à temps plein dans ce petit service, qui était un petit service. Et du coup, voilà, tous les jours, c'était le téléphone qui sonnait. Toujours, on va dire, malheureusement, la même histoire, même si c'était tout le temps des personnes différentes. Je recevais les personnes en entretien physique, je les accompagnais chez l'avocat, au tribunal, tout ça, bon bref. Et du coup, tous les jours, en fait, c'est des personnes c'est même pas qui pleurent, c'est des personnes qui s'effondrent, en fait, parce que parfois, c'est des femmes qui parlent pour la première fois. Et du coup, toi, t'es là, tu les écoutes, t'as des situations plus ou moins urgentes à gérer. Tu te retrouves dans des situations parfois incongrues. Je me souviens d'une femme que j'accompagnais, que je devais accompagner au tribunal pour son audience. Voilà, et du coup, est-ce que tu accompagnes aussi sur les audiences pour des plaintes pour les violences conjugales, ou alors pour le juge aux affaires familiales dans les situations de séparation. Et donc là, t'es t'es confronté au mari violent, quoi, ou à la personne violente. Bien sûr.
Et je me souviens, cette femme, en fait, si tu veux, quelques jours avant, on se voit, elle me dit: «Voilà, en fait, il m'a envoyé un texto disant qu'il allait, tout faire péter au tribunal». Et en fait, c'était en 2015, Mmh. donc l'année, des attentats en Ouais. France et tout ça. Donc on était dans cette ambiance et moi je me suis retrouvée à accompagner cette femme, sachant qu'elle avait eu cette menace-là, Ouais. sur son téléphone. Donc elle était en contact avec, les services de police et tout ça. Mmh. Mais en rentrant, en fait, je me souviens, j'avais dit à mes collègues et à ma chef de service, j'avais dit: «Mais en fait, je ne veux pas faire ça, je ne veux plus faire ça, en fait. Oui. C'était dangereux, en fait. Enfin, moi, je veux Oui, pas bien sûr. risquer ma vie, pour mon travail, en fait». Ouais, ouais. Donc je commençais à avoir un petit peu je commençais à me dire: «Attends, mes limites, là, je touche mes limites, quoi, donc il Ouais. serait peut-être temps de les Mmh. poser». Et Je donc commençais à avoir comme ça des petites mises en éveil, quoi. ouais, ouais, ouais. Et donc c'est à cette période-là que s'effectue un petit peu une transition pour toi, du coup? Alors oui, donc en 2017, donc je suis, toujours en CDD, sur mon poste, dans le service, d'écoute pour les violences conjugales et en fait, ben, le poste sur lequel je suis en CDD, bah, il y a un offre en CDI quoi qui sort Ouais. pour ce poste-là. Donc ça paraît plutôt logique que ce soit moi qui soit, recrutée, mais il fallait quand même que je dépose ma candidature quoi et Oui, bien sûr. je me souviens que, jusqu'au dernier jour, ma directrice, elle vient me voir, elle me dit: «Mais Doris, j'ai pas reçu votre candidature». Ouais. En fait, je repoussais et je finis par déposer cette candidature parce que voilà, j'étais vraiment dans ce contexte où j'étais fatiguée, je n'en pouvais Mmh. plus et je n'avais plus envie en fait, je n'avais plus envie de faire ça, en fait. Ouais. Ça faisait déjà, en fait, quelques années que j'avais plus vraiment envie d'être éducatrice spécialisée. J'avais essayé un peu d'autres choses sur de la gestion de projet, mais bon, je savais Mmh. pas vraiment encore trouvé ce que je voulais faire. Et puis surtout là, je pouvais plus en fait travailler dans les violences Ouais. conjugales. En fait, j'étais déjà dans un état où, des fois j'arrivais plus à décrocher le téléphone, enfin voilà, je ne pouvais plus Ouais, quoi. tu touchais à tes Et en limites. Ouais, vraiment. Et du coup, je finis par quand même, déposer cette, candidature pour le poste en CDI. Finalement, bah, je suis recrutée Mmh. et je me souviens que j'étais, mal, quoi et en plus de ça, à ce moment-là, quand tu étais recrutée en CDI, tu sais, tu avais 1 an sans congé, enfin, OK. il y a un truc comme ça et Sympa. donc en fait, comme je passe en CDI, début juillet, je me dis: «Waouh, cet été, j'ai même pas de vacances d'été, quoi, enfin, la Ouais, lose, ouais, quoi». ouais. Tu même pas de moment de pause, Ouais, franchement, c'était, et du coup, moi, j'étais vraiment dans un mode, mais en fait, c'est horrible, quoi. Enfin, c'était Mmh. c'était vraiment, je le vivais vraiment très, très mal, ce premier CDI que j'ai signé Ouais. et en fait, il s'avère que 15 jours après, ma directrice m'appelle en me disant: «Voilà, écoutez, dans l'association» donc en fait, il y avait un fonds de dotation qui avait été Ouais. créé, donc un fonds de dotation, c'est une structure qui permet d'aller chercher des fonds, privés, de collecter des fonds Mmh. dans l'optique de développer des projets pour l'association. Donc avoir, diversifié en fait, le modèle économique de l'association Ouais. et en fait, elle me dit: «Voilà, le directeur général aimerait, vous rencontrer à ce sujet parce que, on recherche quelqu'un pour, développer ce fonds de dotation, quoi». Ouais. Et donc, je me dis: «Ah bon?» et tout, enfin bref et du coup, je me retrouve effectivement, dans le bureau du directeur général à discuter de ça. Il me dit: «Voilà, là, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un pour gérer ce fonds de dotation». Il y avait déjà une démarche qui avait été mise en place, mais là, il fallait quelqu'un qui bosse dessus, d'autant plus qu'il y avait un lancement à prévoir, en fin d'année, OK. avec un événement, un gros événement à organiser au Théâtre du Nord et cetera. Puis il fallait qu'on ait des mécènes, quoi. Et Mmh. comme moi j'avais, bossé, sur du projet, dans l'événementiel, enfin, puis que, voilà, j'étais un élément, on va dire, moteur, Ouais. bah, voilà, je va savoir, comment ni pourquoi il m'avait repéré et donc il m'a proposé de passer sur ce poste-là, quoi. Ouais. Et donc moi, mais j'étais sauvée, quoi. Enfin, pour Ouais, moi, carrément. c'était vraiment en mode, «Ah mais trop bien!» c'est donc du coup, je dis oui, donc sur les 1ers mois, je crois que je suis passée à mi-temps Ouais. et puis après je suis passée à temps plein, dès la rentrée en septembre et en fait,
En fait, là, je me suis dit: «Mais trop bien» et du coup, j'ai mis toute ma fatigue de côté. Parce qu'en réalité, j'étais fatiguée, hein. Oui, Mais bien là, sûr. j'ai tout mis de côté. Je me suis dit: «Waouh, tu bosses à fond», enfin voilà, trop bien, quoi. Ouais. C'était inespéré et du coup, saisis l'opportunité, quoi. Mmh. Mais et tout en arrivant dans un domaine où attends, la collecte de fonds, moi j'ai jamais fait ça. Il fallait Oui. prospecter auprès des entreprises, des grandes entreprises, du Nord et bah, moi j'y connaissais rien. Enfin, déjà Ouais. j'avais jamais bossé en fait avec des entreprises, j'avais toujours bossé avec des assos, dans des assos et Oui. tout ça. Donc je découvre en fait le monde de l'entreprise, je découvre, la prospection. C'est quoi prospecter? Tu vois? Fallait aussi avoir une Oui, ouais, démarche, ouais, mine c'est de rien clair. commerciale. Mmh mh. Gérer toute la communication, organiser l'événement, le fameux gros événement et puis aussi, au sein de l'asso, il fallait un peu coordonner, ben, les projets. Parce que c'est pas tout d'aller chercher, des sous, Ouais, faut des projets à financer, quoi bien et sûr. donc voilà, il y avait et en fait, dans cette association-là, il y avait pas vraiment, les gens étaient pas forcément habitués à travailler ensemble au-delà de leur, périmètre, Mmh. d'action. Donc Ouais. il y avait plein de services, mais chacun bossait un peu dans son coin. C'était une asso qui était sur 2 départements, le Nord et le Pas-de-Calais. Il y avait une cinquantaine de salariés et il y avait pas vraiment la culture aussi, de la transversalité et pas non plus cette culture de bosser, avec des fonds privés. Ouais. Donc c'était tout un renouveau et clairement ça a pas été facile et donc moi j'étais là pour gérer un peu tout ça, quoi. Et donc me voilà partie dans cette nouvelle aventure donc Ouais. en 2017 avec cette première mission, de l'événementiel déjà sur, c'était, l'échéance c'était en novembre, Ouais. et donc succès, succès, ça a super bien marché, c'était top. Moi aussi j'avais travaillé pour, que les équipes, ben, elles soient partie prenante de cet Oui, événement bien en fait, sûr. chacun avait des rôles à jouer dans l'organisation, Mmh. enfin bref voilà, il y avait une équipe qui s'était montée. Moi j'ai accompagné l'équipe et tout ça et puis donc après ben, c'est pas tout de lancer le fonds de dotation, faut que faut que ça se développe. Ouais, bien sûr. Et donc, suite à ça, il fallait aller vraiment, continuer à bah, que les projets puissent se mettre en œuvre. Donc on avait de l'argent, il n'y a Mmh. jamais eu de problème d'argent dans ce projet-là. Ce qui était vraiment problématique, c'était tout ce qui était mise en œuvre des projets, Ouais. concrets, en fait, mise en OK. application, opérationnalité, due à vraiment un fonctionnement, très hiérarchique, très pyramidal, Ouais. des enjeux de pouvoir, et moi j'étais un peu ballottée au milieu de tout ça. Mmh. Prise en plus entre des injonctions contradictoires, entre mon DG, mon président, un président, très autoritaire. Ouais. Typiquement au bout d'une semaine, à la semaine qui avait suivi l'organisation de ce gros événement, donc toi c'était quand même un gros truc, quoi. Ouais, bien sûr. On se voit pour faire un point, 1 semaine après, il entre dans le bureau et en fait je me fais engueuler, en fait. Je me fais engueuler parce que soi-disant, dans la semaine qui s'est écoulée, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, nanani nanana, Mmh. il y a pas d'argent qui est rentré, on n'a pas signé de nouveaux partenaires, les projets il se passe rien. Alors qu'en soi, si, il se passait des Oui. choses, mais le truc c'est que c'est pas magique, quoi. Enfin, Oui, non, non, c'est normal, ça prend du temps, c'est voilà et j'ai jamais eu de retour en mode, «Bravo, c'est c'était bien, bien, ouais. merci», voilà, c'était Mmh. toujours, voilà, on te La tombait culture de toujours dessus dès que ça n'allait pas, quoi. Et voilà et moi, j'étais dans un moment où comme, je te disais, c'était un peu ma chance de sortir, du ouais. social, Mmh mh, mmh. j'étais en mode, «Faut que je bosse à fond, faut que je fasse mes preuves, faut que ça marche, enfin, faut que je me fasse de l'expérience», donc à ce moment-là, je savais pas dire non, non plus, tu vois? Ouais, tu t'impliques à fond, Je m'impliquais à fond, donc typiquement, on me dit des fois, on me disait, «Ah, finalement Doris, écoutez, dans 2 jours, vous serez avec nous au conseil d'administration, vous nous ferez la présentation du budget», et moi j'étais: «Hein? Quoi?» Et en ouais. fait, plus le challenge était dans un court, un temps raccourci et plus le challenge Mmh. était élevé, plus moi j'étais en mode: «Ouais, challenge et tout», enfin, du coup, j'y allais encore plus à fond, tu vois? Ouais. Et et voilà et donc ça a tenu, bah, 1 an et demi, on va dire et en fait, au bout d'1 an et demi, j'ai commencé à comprendre aussi
que en fait j'avais pas vraiment de soutien. Qu'on savait bien me brosser dans le sens du poil quand ça servait les intérêts des uns et des autres, mais que je me retrouvais aussi prise dans des injonctions contradictoires entre un président, un DG qui me disait pas la même chose, des directions qui chacun jouait un peu leur jeu, enfin en tout cas pour pas vraiment prendre leurs responsabilités, beaucoup de difficultés à mettre en application les projets, plein de pertes de temps sur des questions d'organisation, etc. C'était vraiment des prises de tête. En plus de ça, on m'avait aussi multiplié mes missions. Parce que j'avais pas que ça à faire durant cette période-là. En fait, l'association pour laquelle je bossais a créé aussi une autre association qui était une association un peu de fusion, ou en tout cas de mutualisation des moyens avec une autre grosse association du territoire, et ça s'appelle l'Union. Et donc l'idée, c'était vraiment de créer une asso juste de fonction support qui allait servir les intérêts des deux associations. Donc il fallait créer cette association-là, il fallait créer ça, il fallait voir comment tout le monde allait travailler ensemble, et donc le DG m'avait demandé de travailler avec lui sur ce projet-là, en plus du fonds de dotation. Ouais, donc à cette période-là, tu as une charge de travail qui est monstrueuse en fait. Une charge de travail énorme, et en plus de ça aussi, il fallait conduire la stratégie de communication. Donc je gérais aussi le site internet de l'association, enfin bref, et j'avais travaillé à recruter une agence de com pour bosser sur la strate de com, avec une démarche très collaborative. Et en fait, au moment où ça doit se mettre en œuvre, ça rame, les gens qui sont censés être là au moment des ateliers ne sont pas là, alors c'est important, le CODIR notamment, enfin bref. Et du coup, mon président, je vais le voir et je lui dis voilà, je lui expose le problème, et il me dit mais en fait, c'est quoi cette histoire? On va pas faire comme ça, comment ça, donner la parole aux salariés, non, ça se passe pas comme ça, et donc il met un stop au projet. Et puis je me souviens d'un conseil d'administration avec les partenaires mécènes, donc les PDG des grosses entreprises qui nous soutenaient. Je me souviens d'un conseil d'administration où j'avais un peu sauvé le conseil d'administration parce qu'il s'était pas passé grand-chose en termes de projet, mais bon, il fallait montrer qu'il s'était passé des choses. Et en fait, à la fin du conseil d'administration, les PDG m'ont applaudi. J'ai été applaudie en fait. Et moi je me dis, ben cool, enfin chouette, le CA s'est bien passé, voilà, j'ai pas fait de la merde, j'ai pas dit de la merde, non, ça s'est bien passé, tu vois. Parce que je trimballais toujours aussi ma croyance du début, là. Donc là, je me dis, waouh, bon, bah, c'est que ça devait pas être trop mal, quoi. Et puis, ils partent, ils ferment la porte, et là, mon président se retourne, et là, je me fais incendier, je me fais parler comme on m'a jamais parlé, il me crie dessus, en mode, oui, vous voulez prendre la place du conseil d'administration, c'est quoi ça? Puisque vous avez dit c'est pas du tout soutenu, alors que si, ça l'avait été, enfin bref, il me retourne le truc. Et là, pour moi, typiquement, voilà, c'était une limite qui avait été dépassée, en mode, mais tu m'étonnes. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on me parle comme ça, quoi, enfin... Donc, là, j'étais retournée voir mon médecin, qui m'avait remis en arrêt 1 semaine. Donc ça, c'était fin 2018. Mais, en fait, 1 semaine d'arrêt, c'est rien, en fait, parce que, en plus, comme j'étais toute seule sur le poste, les 3 premiers jours, je passais mon temps à organiser, tu vois, les gens m'appelaient en mode « Ah, mais du coup, on fait quoi ?» Enfin, du coup, bon... À la fois, t'organises ton départ, et puis en même temps, 1 semaine, c'est pas assez pour déconnecter de tout ça, en fait. Exactement. Enfin, on parle de plusieurs mois / années où tu accumules et accumules et accumules. C'est pas en 7 jours que tu stoppes tout ça, quoi. Mais à ce moment-là, j'avais pas compris. je comprenais pas. Donc bon, je prenais... Donc allez, sur 1 semaine, il me restait 2-3 jours où je me disais, bon, allez, là, je suis en arrêt, je me repose. Et puis après, c'était reparti, quoi. Et puis, c'est début 2019, j'ai eu la bonne nouvelle, en fait, d'être acceptée en formation. Parce que finalement, depuis tout ça, moi, je m'étais pas formée, tu vois, j'avais appris sur le tas et tout. Et en fait, j'avais obtenu du coup un financement pour faire une formation donc, de fundraiser. C'est sur la collecte de fonds, pour être directrice de la collecte de fonds et du mécénat. C'est la seule formation RNCP qui existe en France, à Paris.
Et donc, tous les mois, j'avais 2-3 jours de formation à Paris. Et ça, c'était salvateur pour moi. C'était vraiment... ça me faisait trop du bien. Déjà, d'une part, ça me permettait de partager mon expérience avec d'autres personnes qui bossaient dans d'autres assos, d'autres ONG, etc. De me rendre compte que ce que je faisais, c'était bien, que j'avais même mené une démarche assez innovante, puisque vraiment très collaborative, les entreprises, en fait, je les faisais vraiment travailler ensemble, et il y avait personne qui se tirait la couverture, personne ne tirait la couverture pour soi, c'était vraiment au profit de la cause et de l'association. Et en fait, d'autres assos, ONG, me disaient, mais mais comment tu fais? Enfin bref. Et du coup, ça me permettait d'avoir de la reconnaissance, parce que je me disais, c'était valorisant. C'était valorisant. C'était des jours aussi où je me sentais bien et quelque part protégée, parce que... tu sortais de ton cadre. Voilà, j'étais dans un cadre sécure. Et en fait, pareil, début 2019, du coup, c'est là aussi un autre élément, c'est que quand j'étais en formation, mon DG, en fait, m'envoyait des textos pour me dire « Non, avez-vous fait ci, avez-vous fait ça, faudrait faire ci, faudrait faire ça », alors que quand on se voyait dans la semaine autrement, d'ailleurs, c'était une période où il ne calculait même plus, quoi. Ouais, d'accord. C'était vraiment parce que t'étais en formation que tu recevais ça. Voilà, c'est ça. Et donc, je crois que c'est fin janvier, début février... Rebelote, je retourne voir mon médecin, ça va pas. Parce que là, pour le coup, j'avais vraiment la boule au ventre. Quand fallait que j'aille au travail en dehors de ma formation. Là, je commence à avoir des symptômes. Nausées le matin, boule au ventre. On passe sur du vrai physique. Là, on passe sur des symptômes vraiment ton corps physiques. qui te... Exactement. Perte de sommeil. Alors moi, je suis quelqu'un qui a pas de problème de sommeil, qui dort souvent, qui dort dans tous les cas. Et en fait, là, je me disais, le truc, c'est que si je dors, le temps, il va passer plus vite. Enfin, tu sais, quand tu dors, tu vois pas le temps passer. Et je me disais, du coup, on va être plus vite à demain. Et demain, c'est quoi? Demain, c'est retourner au boulot. Et donc, je voulais pas. Donc, en fait, je n'arrivais pas à m'endormir le soir. Vraiment, j'avais des troubles du sommeil. Perte d'appétit, comme si j'avais plus de goût, en fait. Enfin, tu vois, et puis je me souviens, je me sentais... j'ai l'impression de ressentir plus rien, quoi. Je me souviens, on se baladait à Lille, et tu vois, l'architecture, elle est assez jolie à Lille et tout, dans le centre-ville. Je disais à mon copain, je disais, mais je vois que c'est beau, mais je le ressens plus. Enfin, je ressentais... Comme si je ressentais plus rien, quoi. Et donc, du coup, je finis par aller voir mon médecin, et donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est que quand j'étais pas en formation, elle me mettait en arrêt, et quand j'étais mes jours de formation, elle mettait mon arrêt jusqu'au jour de ma formation. Donc, je retournais en formation, parce que ça, c'était important pour moi, et dès lors que je revenais de formation, elle me remettait mon arrêt, quoi. Et en fait, surtout, elle m'avait dit, en fait, il faut vous prépariez votre arrêt. Il faut, parce que, encore une fois, cette histoire d'être en arrêt une semaine, c'est pas possible, quoi. Et donc, bien sûr. elle m'a dit, il faut que vous prépariez votre départ. Donc voilà, elle m'a dit, voilà, vous préparez, ne serait-ce que arrêtez de prendre des rendez-vous, enfin, pour pas se reprojeter encore, parce que tu sais, quand t'as des rendez-vous, t'es là en mode, ah oui, mais non, j'ai pas de rendez-vous, ça t'engage, en fait. Enfin, moi, ça m'engageait, donc je me disais d'autant moins, non, faut que tu t'arrêtes, quoi. Donc, j'ai commencé à alléger mon emploi du temps, et puis aussi, j'ai commencé parce que on était quand même dans des soucis aussi, au niveau du contrat de travail, et des trucs qui étaient pas clairs, voilà. Et donc j'avais aussi été voir une avocate pour me renseigner un peu sur la situation. Donc, elle m'avait dit aussi de réunir certaines informations, certains papiers, tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réuni tout ça, j'ai commencé à me désengager. En plus, c'était un projet sur lequel j'étais très engagée, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, puis j'avais de très bonnes relations avec les partenaires. Enfin, donc, du coup, j'avais commencé, voilà, à me mettre en tête que j'allais... De toute façon, il fallait que j'arrête, ça allait me cramer, quoi. Bah, et puis, donc, tu l'as toujours pas prononcé, mais je pense que, voilà, c'est le terme, c'est burn-out, ce que t'étais en train de faire à cette période-là, quoi. Vraiment, on arrive sur une surdose où c'est même plus une question psychologique, c'est une question physique, où vraiment tu n'en peux plus, quoi.
C'est ça. Et du coup, justement, le terme, donc c'est vrai que je commence à m'intéresser à la question du burn-out. Je me dis, ouais, c'est peut-être un burn-out, enfin voilà. Et en fait, je commence à du coup faire des recherches sur Internet. C'est quoi le burn-out, écouter des témoignages, tout ça. Et surtout, j'entends que finalement, ce qui aggrave le burn-out, c'est d'être dans le déni. Et en fait, je vois vraiment que effectivement, tu peux atteindre une sorte de point de non-retour et ça peut être vraiment grave, tu peux en garder des séquelles à vie. Et en fait, moi, je me dis, faut pas que je sois dans le déni, donc il faut que je m'informe à fond, quoi. Et donc, je m'informais, et surtout, j'en parlais avec mon copain, notamment, voilà, on en parlait, et je lui expliquais tout, mes symptômes physiques, tout ça. Jusqu'au jour où je me suis fait peur, parce que j'étais entre 2 rendez-vous sur la route en voiture. Il m'est passé par la tête que de me dire que pour arrêter tout ça, il fallait que je donne un coup de volant. Et en fait, ça m'est passé par la tête. Et là, je me suis dit, waouh. Ah ouais, t'en es rendu là, quoi. Et donc là, vraiment, mon copain m'a dit, mais non, mais là, tu retournes voir ton médecin, quoi. Là, donc, c'est le moment d'arrêter. Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment ce côté, en fait, je sais pas comment dire, mais c'est comme si je ressentais tellement plus rien que je pouvais mourir et je m'en rendais pas compte, en fait. Tu vois, c'est vraiment très... C'est bizarre à expliquer, mais je pense que les personnes qui ont vécu un burn-out comprendront et se reconnaîtront. Mais t'as un truc en toi t'es vidé, en fait. T'es tellement à bout que ça a plus de sens, en fait. Ouais, c'est ça. Plus rien n'a de sens, tu sais plus ce qu'a de sens. Même mon copain, je regardais, je disais, mais je sais que je t'aime, mais j'arrive même plus à ressentir l'amour. Oui, c'est en fait, tu ressens plus rien. Ouais. C'est très très bizarre. Et donc voilà, je finis par être finalement arrêtée. Et au moment où j'ai été arrêtée, donc c'était début février, c'était juste avant mon anniversaire. Et en fait, je suis partie du bureau et je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce bureau. Parce qu'en fait, de toute façon, j'avais pris toutes les affaires dont j'avais besoin. Oui. Et de toute façon, pour moi, c'était impossible de remettre les pieds dans ce bureau, de revoir ces personnes, enfin, c'était impossible. Et donc, je me suis dit, en fait, sauf que, voilà, t'es encore contractuellement, t'es encore lié à eux. Du coup, je m'étais mis en tête que ma seule porte de sortie, c'était de la démission, mais que du coup, il fallait que je retrouve un autre poste, en fait. Ouais, bien sûr. Je me voyais pas, en fait, négocier une rupture conventionnelle, d'autant plus que je savais que c'était compliqué à obtenir. Oui, et puis quand t'es dans cette période-là et que tu ne te sens même plus d'aller les voir, je suppose que l'idée même de négocier quoi que ce soit avec eux devait te... Ouais, parce que tu vois, en plus, la dernière conversation que j'ai eue avec mon DG, c'était avant que je parte, une discussion sur justement l'organisation, le salaire, bref, et en fait, moi, j'étais à bout, quoi, et le mec il me dit quand même ça, il me dit, mais vous m'agacez avec votre air déprimé. Le mec, il me dit ça. Ouais, bon, on va pas être méchante. Mais je pense que il y a des claques qui se perdent, comme on dit des fois. Oui, en fait, c'est fou, d'autant plus dans une asso. C'est ça, d'autant plus quand c'est pour aider les gens, en fait. C'est une asso pour aider les femmes victimes de violences et les femmes en situation de précarité. Donc voilà, du coup, effectivement, pour moi, c'était impensable d'être confrontée, en fait, à eux. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Du coup, je postule ailleurs, je cherche autre chose. Et effectivement, je retombe sur une asso dans le Nord aussi, qui recrute une responsable mécénat événementiel. Je me dis, parfait, c'est pour moi. Du coup, je postule, donc il y a tout un process de recrutement, avec des entretiens à Paris, des entretiens à Lille, enfin bref. Et je finis par être recrutée. Et donc, du coup, là, c'est ma porte de sortie, donc du coup, j'envoie ma lettre de démission. Et puis, je commence ce nouveau poste qui est un nouveau CDI. Et c'est parti. Je recommence. Sauf que ça fait, je crois que j'ai dû recommencer, j'ai dû être arrêtée en février et j'ai dû recommencer en mai. Voilà, donc j'ai pas non plus beaucoup de... Ouais, ta pause entre les deux est très très fine quand même. Oui, d'autant plus que cette pause-là, elle m'a servi à postuler, elle m'a servi à gérer aussi tous les courriers avec justement mon employeur. Oui, donc c'est pas une pause, c'est juste Non. Ouais, j'étais exactement, et j'étais dans toutes ces questions-là, quoi.
Et du coup, je me relance là-dedans, j'arrive et je sens que moi, je peux plus me donner pareil, en fait. De toute façon, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force Oui, de me donner autant. Même l'envie, hein, je peux comprendre que Ouais. à ce moment-là, enfin, Ouais. tu peux plus, quoi. C'est Ouais. normal. Et en fait, bien heureusement, enfin sur le coup je me disais: «Mince», mais finalement bien heureusement, je tombe sur un manager qui est vraiment l'antipode, de la personne avec laquelle je peux travailler. OK. Un manager over control, comment dire? Qui parle sur le dos des gens, constamment. Ouais. J'arrive dans un bureau, il y a un stagiaire qui est là et le stagiaire, je le vois, il est mal, il est à bout et effectivement, il se fait, et vraiment, je vois des scènes où il se fait humilier par le manager, quoi. Et le stagiaire finit même par m'en parler, par m'expliquer tout ce qu'il ressent depuis plusieurs mois, parce que moi, je viens d'arriver, mais du coup, il finit par se confier à moi, et il dit, moi, je vais mettre fin à mon stage parce que j'en peux plus, et tout, c'est limite du harcèlement moral, quoi. Enfin, je pense qu'il aurait potentiellement eu des éléments à faire valoir. Donc moi, je me retrouve à être l'oreille bienveillante de ce stagiaire, et en plus de ça, au fait qu'avec mon manager, clairement, direct, ça le fait pas. Ouais, ça passe pas du tout, quoi. Ça passe pas, et puis je sens bien que comme il parle, je l'entends tout le temps parler des autres, il parle sur le dos des gens, et puis après coup, je me dis bon qu'est-ce qu'il dit sur moi également, je vois, enfin bref, c'est une ambiance très très bizarre, et en plus de ça, je perds en autonomie et je perds en responsabilité, clairement, parce que lui, il est tellement dans contrôle fric que... Et du coup, je m'y retrouve pas, quoi, et donc... bref, ça a duré le temps de ma période d'essai. Au bout de 2 mois, on a fait un point ensemble, on s'est dit les choses. Déjà, ça m'a fait du bien de dire les choses. Tu m'étonnes. Et lui a reconnu qu'il pouvait pas me donner plus d'autonomie que ça. Et donc, voilà, on a convenu que on s'arrêtait là, quoi. Donc finalement, soulagement. Et ça, c'était juillet 2019. Ok. Bah du coup, qu'est-ce qui se passe après cette période-là? Donc tu t'arrêtes complètement? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je m'arrête complètement. Je ressens un énorme soulagement d'ailleurs. Ouais. Et puis, par contre, le truc, c'est que comme je viens de démissionner et que j'ai bossé que 2 mois... comme j'avais démissionné et que j'ai bossé que 2 mois après, en fait, il s'avère que Pôle emploi ne peut pas me déclencher mes droits au chômage. Ouais, bien sûr. Donc j'ai une carence de 4 mois. Donc en fait, pendant 4 mois, je me retrouve avec 0 € qui rentrent sur mon compte en banque. Et donc c'est vrai que cet été-là, je me dis, ah punaise, il faut quand même que je retrouve quelque chose, je peux pas rester comme ça. Sauf que dès lors que je commence à regarder les autres emplois, je sens que je peux pas, en fait, c'est impossible. Donc je me dis, être fatiguée, en fait, de tout ce qui s'était passé, a besoin de prendre cette pause, justement. Ouais, je suis faite, voilà, je n'en peux plus, et en fait, et en même temps, j'ai un sentiment de sérénité. Et en fait, je me souviens que je disais, voilà, je sais pas ce que je vais devenir, mais je sais que ce qui va se passer, ça va être bien. Et puis pour le moment, en fait, j'ai besoin de vide. J'ai besoin de vide, j'ai besoin de rien. Et c'est tout ce dont j'avais besoin, quoi. Et donc voilà, je me crée comme ça un espèce de rien, tu vois, moi qui avais toujours un emploi du temps super chargé et tout ça, là, il n'y a plus rien. Et je me retrouve comme ça sur mon canapé, et en fait, je déprime pas du tout. Je sens que je commence à apprécier le fait d'avoir rien, et juste d'être bien avec moi-même, quoi. Et donc, voilà, donc cet été-là... tu vois, on part quand même en vacances. De toute façon, en plus, j'ai même pas la force de non plus me priver et de me dire attention, t'as pas d'argent. Non, j'ai besoin d'être dans le fait de prendre soin de moi, quoi. Donc voilà, passe l'été, et puis à la rentrée, je me dis bon, quand même, qu'est-ce que je fais et tout. Et donc, en fait, je suis un peu perdue aussi, parce que j'ai fait tellement de choses que je sais pas ce que je suis capable de faire ou ce que je peux faire. Parce qu'en plus, j'ai eu cette période aussi où j'ai tellement pas eu de reconnaissance. Ah oui, j'ai obtenu aussi mon diplôme, tu sais, j'étais en formation fundraiser, de fundraiser, et je suis diplômée en juillet, la même année où je quitte, enfin le même moment où je quitte le 2e contrat, bon, bref.
Mais du coup, j'ai l'impression que j'ai pas conscience en fait de mes compétences, de mes capacités, puis je sais plus où je vais aller, quoi tu veux te tourner en fait. Ouais, c'est ça, je sais plus quoi. Donc je me dis bon bah je fais un bilan de compétences avec une boîte qui est géniale d'ailleurs, qui s'appelle Switch Collective, qui fait des bilans de compétences à Paris en présentiel, mais aussi en distanciel partout en France. Donc moi j'ai fait le parcours en distanciel. Et du coup, ben là, formidable, je pars, je dirais, à la découverte de moi-même. Ouais. Plein d'exercices introspectifs, travailler, comment dire, en binôme avec des gens, enfin bon, bref. Et d'ailleurs, je me noue des relations qui sont toujours d'ailleurs aujourd'hui. J'ai gardé contact avec des personnes. Et ça me fait du bien. Et du coup, je découvre notamment la multipotentialité. que je ne connaissais pas. D'accord. Du coup, je découvre ça, c'est quoi être multipotentiel et tout. Et donc forcément, ça me parle, je me reconnais à la fois dans le côté... touche à tout, mais aussi dans le côté besoin de changement en fait, permanent, besoin d'apprendre, très curieuse, voilà. Je découvre ça et je découvre aussi le mode de travail de slasher, le fait de travailler, avoir plusieurs activités en même temps, quoi. Je découvre ça et aussi ça me mène à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, à l'indépendance, parce que là je me dis bah voilà, au moins c'est moi qui mène mon truc, je suis c'est toi qui gères ce que je veux, c'est moi qui gère, et là j'ai énormément besoin de ça. Et je me dis mais du coup entreprendre, mais oui, mais dans quoi du coup, qu'est-ce que je peux faire? Et donc je me dis bon bah autant reprendre au moins un métier, ou en tout cas une compétence de base que je maîtrise, qui est dans l'accompagnement au final. Parce que bah voilà, l'entrepreneuriat c'est nouveau, mais autant repartir quand même de quelque chose que je connais, quoi. Donc de là je découvre le coaching, quoi. Je me dis bah oui, bah moi quand même ce que je sais faire, ce que ce bilan de compétences met en avant quand même, tout ce côté empathie, tourner vers les autres, l'accompagnement. D'ailleurs, je suis un peu déçue que ça confirme ça, parce que moi je me dis peut-être je vais découvrir autre chose, que je peux faire autre chose. Bon, finalement ça confirme que tout ce que j'ai fait c'était vraiment aligné avec moi. Mais bref, je me forme, donc ça se fait très facilement. Je découvre une école de coaching dans le Nord, sur l'île, et puis j'obtiens des financements, et puis du coup j'intègre cette école en 2020. Du coup, j'intègre cette école et je fais ma formation. Mon premier jour de formation, ça a été le premier jour du confinement. Et c'est vrai que j'avais choisi cette école parce qu'il y avait du présentiel, et bon, bah voilà, au final, pour le coup, pas mal en distanciel. Mais bon, c'est intéressant. Et donc, tu te formes en coaching professionnel et tu te lances dans l'entrepreneuriat. Comment ça se passe, les débuts? Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même changé du tout au tout par rapport à ce que tu as connu depuis le départ. Ouais, c'est clair. Comment ça se passe? Alors déjà, dès le début, avant même de rentrer en formation, j'avais déjà réfléchi à mon projet. Donc c'est vrai que initialement, je voulais accompagner sur la question du changement. Voilà, forcément, ça me parlait. Bien sûr. Et donc j'avais monté déjà tout un projet, tout un business plan, parce qu'en fait il fallait que j'obtienne des financements via Pôle emploi, donc j'avais monté déjà tout mon projet. Et en fait j'arrive en formation et j'ai très vite un programme que je crée, qui s'appelle Croire en son projet, sur 3 ateliers collectifs, accompagner un groupe en fait, justement de personnes qui veulent monter leur projet d'entrepreneur. Donc ce que je fais, c'est que je propose à des personnes de ma promo de coach de suivre mon mini-programme là, pour que je puisse le tester, quoi. Trop bien. Donc voilà, donc ça c'était en juin 2020, tu vois, j'étais rentrée en formation en mars, et donc en juin, je teste ce programme-là avec 6 personnes de ma promo de coach, et ça marche trop bien, les personnes sont trop contentes, ça leur a vraiment apporté, voilà, donc on travaille sur la vision de ton projet, les valeurs de ton projet, ton client idéal, et puis ton storytelling, voilà, je crois que c'était ça sur 3 ateliers de 3 heures. Et puis bah du coup arrive l'été, et je me dis bon bah voilà, finalement c'est pas si compliqué que ça, j'avais des témoignages, voilà, tu vois, j'ai plus qu'à raconter ça sur les réseaux, à lancer mes réseaux, et réouvrir un parcours, croire en son projet, et voilà, je vais avoir des clients.
Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc je lance effectivement mes réseaux sociaux. J'avais mon plan de com avec voilà, je mettais mes témoignages et tout ça, des témoignages audio en plus et des témoignages écrits. Enfin bref. Et en fait pas du tout. Je trouve pas du tout de clients. Ok. Et je me dis ah ouais merde. Et là je commence à comprendre que ouais en fait le marché du coaching il est très large. Enfin puis moi j'arrive un peu de nulle part quoi. Enfin oui. Tu vois, en plus j'avais tout. En plus à ce moment-là, j'avais pas de réseaux sociaux. Enfin, j'avais pas Instagram. Mon LinkedIn, je l'avais supprimé. De toutes mes expériences précédentes, j'avais tout. Tu vois, j'avais eu besoin de faire un reset. Et puis du coup, bah voilà, ça marche pas. Donc dès lors, je commence à chercher en fait une boîte qui peut m'accompagner sur la partie commerciale. D'accord. Et donc cet été-là, ouais, j'ai pas mal d'entretiens avec plusieurs personnes sur des accompagnements à des prix très variables. Ouais. Et à la rentrée, je finis par trouver voilà, une boîte en qui j'ai confiance, avec une consultante qui va m'accompagner sur plusieurs mois, sur voilà, vraiment mon positionnement, ma clientèle et tout ça. Et donc là, on est en septembre. Ouais, à partir d'octobre. Non, après, moi, je suis diplômée coach en novembre 2020. Ouais, okay. Et puis, j'ai commencé cet accompagnement jusqu'en février 2021. Et puis c'est vrai que je bosse, mais c'est vrai que ça vient pas, quoi. Ça vient pas plus ça que reste ça. Très calme. Ouais, vraiment très calme. Alors, j'ai mes premiers clients parce qu'en fait, via la formation, tu dois coacher des personnes... voilà, pour t'assertif et tout ça. Donc, et au final, j'ai notamment une personne que je coach et qui me dit, mais en fait, vu ce que tu m'apportes, moi j'ai envie de je me sens redevable en fait, qu'est-ce que je peux faire pour toi et tout. Donc c'est comme ça que je vends finalement mes premières séances de coaching. Ouais. Et puis après, effectivement, début 2021, je vais me positionner vraiment pour accompagner les entrepreneurs. Ouais. Mais c'est laborieux. Ouais, ça décolle pas aussi vite que tu le voudrais. Ouais, ça décolle pas aussi vite que je le voudrais. En plus, 2021, donc sur le plan perso, moi, ça faisait plusieurs années, donc je voulais revenir en Vendée. Enfin, en tout cas, je voulais revenir dans l'Ouest. Je savais pas exactement où, mais je voulais revenir dans l'Ouest. Mais mon compagnon n'était pas prêt, lui, à bouger. Donc finalement, on prend la décision que moi, je vais revenir en Vendée. En plus, comme je suis en période de création d'entreprise, c'est l'occasion c'est l'occasion de développer du coup mon projet sur un autre territoire, et je vais revenir en Vendée, mais lui il va rester à Lille. Donc on prend vraiment cette décision d'un commun accord, sans pour autant du tout mettre fin à la relation. C'est vraiment une question de logement et de point de chute géographique. Donc je bouge aussi en juin 2021, j'arrive en Vendée et je trouve un logement sur l'île de Noirmoutier. Ok. Et en fait, financièrement, c'est super compliqué, parce que moi, j'ai une allocation chômage à 1 000 €. Ouais. Et du coup, je me retrouve avec un autre loyer en plus à payer, quoi. Parce que j'ai fait cette décision. Je suis toute seule. En Vendée, c'est pas le même mode de vie qu'à Lille, dans le sens où tu as beaucoup de déplacements en voiture, donc j'ai mes frais d'essence, tout ça. Bien sûr. Et puis, du coup, clairement, j'ai pas de clients. Cette année-là, je vais faire 1 000 € de chiffre d'affaires. Ouais, ok. Donc c'est compliqué. Et en plus de ça, cette année-là, en novembre du coup 2021, oui c'est ça, j'arrive à la fin de mes droits Pôle emploi. Oui, donc en plus, t'as l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais, c'est ça. Donc tu peux pas... je peux pas développer sereinement mon activité, mais j'arrive quand même à développer, dans le sens où, tu vois, en Vendée, donc du coup, c'est là où j'ai intégré le Café des Entrepreneuses. Et du coup, je leur propose qu'on monte quelque chose ensemble. Je leur dis, voilà, est-ce que ce serait pas intéressant, en fait, de monter un programme pour accompagner des femmes futures chefs d'entreprise, donc les accompagner à devenir chefs d'entreprise, et qu'elles puissent intégrer, en fait, le Café des Entrepreneuses, voilà, pour être portées dans la dynamique entrepreneuriale. Et donc je leur propose ça, elles sont hyper partantes, Claire et Audrey. Et donc fin 2021, on commence à bosser sur ça, donc sur le futur programme qui s'appellera les Talenteuses.
Donc on bosse sur ça et puis moi de mon côté, comme j'arrive à la fin de mes droits, il faut absolument que je retrouve, des revenus, quelque chose. Donc je fais des petits boulots, je fais du ménage dans une, voilà, c'est sur Noirmoutier, donc tu vois, tu as plein de trucs touristiques et finalement, je finis par bosser, en fait, dans un coworking. OK. Voilà, on me propose ça, on vient me chercher, on me propose de développer le coworking sur l'île de Noirmoutier. Initialement, c'est un contrat d'1 an. Finalement, je vais faire 9 mois parce qu'au final, début 2022, mon activité va pour le coup se développer. Ouais. Va se développer à la fois sur le programme des talentueuses et à la fois sur l'individuel. Donc là, c'est cool. Et là, ça devient un peu de nouveau une période où j'ai plein de trucs. Ouais. De nouveau une période, voilà, donc je suis 3 jours par semaine au coworking et les autres jours, je bosse pour ma boîte et du coup se met en œuvre, on arrive à développer les talentueuses, donc je commence une première session avec 6 personnes. OK. Et voilà, jusqu'en juin, c'était un truc comme ça. Jusqu'en juin. Après, l'été, c'est un peu plus calme. Et puis, là, effectivement, vu que mon activité, ça prend, j'ai du mal un peu à concilier avec le coworking. Donc, je fais un été plein au coworking. Je travaille au coworking et ça le fait, et c'est cool. Ouais. J'aime bien ce travail. Mais voilà, on décide de s'arrêter à la fin de l'été, quoi. Ouais. Et en fait, pendant cette période, en fait, j'avais on devait relancer le programme des talentueuses pour la fin d'année, et au final, là, de nouveau, c'est compliqué. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a très peu de personnes qui décident de prendre le programme. Donc, en fait, courant fin juillet, un truc comme ça, on se dit ouais, ça va être compliqué, on va pas pouvoir le lancer, quoi. Et donc moi, le truc, c'est que du coup, ça a direct un impact du coup sur mon chiffre d'affaires. Ouais, bien et sûr. En fait, les prévisions, les prévisions que j'avais pour la fin d'année ne se réalisent pas, et je me retrouve dans le truc de merde, j'ai de nouveau plus rien, quoi. Ouais. Cette année-là, comme je travaillais en parallèle avec le coworking, j'avais un revenu mais pas ouf, j'avais 800 €. OK. Je vivais avec 800 € par mois. Et mon entreprise, je me tire pas du tout de revenus, hein. Oui. Et du coup, au coworking cet été-là, il s'avère que je rencontre en fait un coworker qui est ce qu'on appelle Scrum Master. Et du coup, on discute, et puis et il me dit: «Ah mais toi, t'es coach, ah mais c'est génial, mais tu sais que dans le milieu pour être Scrum Master, en fait, les compétences de coach, elles sont hyper recherchées». Parce qu'en fait, Scrum Master, c'est quoi? C'est un coach pour des équipes informatiques, pour des équipes de développeurs, etc. Donc, il me met la puce à l'oreille, et du coup, je m'informe. Alors, je m'étais déjà, en fait, c'est pas inconnu pour moi, parce que je l'ai pas raconté, hein, je vais pas rentrer dans le détail, mais en 2020, j'avais un projet d'application que j'avais eu l'occasion de faire prototyper par des étudiants qui, eux, étaient organisés en Scrum Team. Donc, j'avais déjà une approche de c'est quoi Scrum. Donc, Scrum, ça fait partie des méthodes agiles. Et donc, du coup, là, l'été 2022, je me replonger dans ce sujet-là. Et ça m'intéresse à fond. Et en fait, du coup, je commence à contacter des personnes sur LinkedIn qui sont Scrum Master et coach agile, qui m'expliquent ce qu'est leur métier. Et moi, je me dis, mais waouh, en fait, c'est un peu la révélation pour moi. Je me dis, mais waouh, en fait, mais c'est génial, en fait, c'est exactement ce que je veux faire. C'est dans cet état d'esprit déjà que j'ai toujours bossé dans mes expériences précédentes pour développer des projets, néanmoins dans des environnements pas agiles, donc du coup, c'était compliqué. Oui. Et là, je me dis, mais waouh, c'est génial, j'ai l'impression que c'est fait pour moi, quoi. Ouais, carrément. Donc du coup, je continue comme ça un petit peu, on va dire, mes enquêtes métiers, et puis très vite, je trouve une formation. Et fin d'été, j'obtiens les financements aussi, là, pour faire cette formation, du coup, qui va durer 4 mois, pour être Scrum Master. Et donc, me voilà me lancer là-dedans, et là, en fait, si tu veux, fin d'été, étant donné qu'au niveau de mon entreprise, de nouveau, c'est plus compliqué, en fait, là, j'ai une grosse fatigue. J'ai vraiment une grosse fatigue. Bien sûr.
La précarité économique, j'en peux plus. Ouais, tu m'étonnes. Mon contrat s'arrête, et du coup mes droits Pôle emploi se renouvellent, enfin peuvent, se sont, tu vois, je sais plus quoi. Et remis à zéro, en fait. Remis à zéro, voilà. Et sauf qu'ils sont calculés sur l'année que je viens de travailler, où j'ai gagné 800 €. Donc en fait, en septembre, j'apprends que je vais gagner 600 €. Donc en fait, ça dégringole de plus en plus. Ouais, et là, c'est l'angoisse, en fait. C'est l'angoisse. Je me dis, waouh, mais en fait, même je me dis, mais Doris, qu'est-ce que t'as foutu dans ta vie pour en arriver là, quoi? Ouais. Vraiment, ça, voilà, je n'en peux plus. C'est difficile, et surtout, là, à ce moment-là, en fait, fin d'été, même avant que j'apprenne ça, au final, je décide que mon entreprise, elle va passer au second plan. Vraiment, je me dis, mais en fait, stop, quoi, enfin, j'en peux plus, quoi. Donc, je vais me consacrer sur ce futur projet qui est un marché plus porteur. J'ai envie de me former là-dedans. C'est un métier aussi, c'est un marché aussi où c'est plus rémunérateur. Là, aujourd'hui, j'ai envie de quoi? J'ai envie juste de stabilité, de sérénité, de sécurité, enfin j'ai envie de retrouver un niveau de vie décent, mais sans pour autant perdre le sens dans ce que je fais. Il s'agit pas de prendre un truc et juste de sécuriser. Non, je veux vraiment m'épanouir, quoi. Et puis pour le coup, cette formation de Scrum Master que tu as fait, c'était pas pour faire une nouvelle formation et trouver autre chose, c'est vraiment parce qu'elle t'appelait et qu'elle faisait sens avec ce que tu es et ton parcours aussi, tu vois. Exactement. Je me suis vraiment renseignée en amont pour valider, tu vois, le fait que oui, ça matchait vraiment avec moi, avec ce que j'aimais, avec comment je voyais les choses et tout ça. Et en fait, par rapport à mon entreprise, donc quand je prends cette décision et que je le partage d'ailleurs à mon compagnon et tout, je suis pleinement soulagée, en fait. Quand je le dis, tu vois, je me sens bien à dire, voilà, mon entreprise maintenant, elle passe au second plan. Ouais, carrément. Et puis je suis vraiment, et comme tu dis, appelée par autre chose. Je n'en peux plus aussi du fait de bosser seule, de la solitude, ça ne fait plus sens pour moi. Ouais. J'ai vraiment ce sentiment je suis toute seule à mener ma barque. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. J'ai envie d'embarquer sur un bateau avec un équipage, et même si c'est pas, on va dire, mon bateau à moi, je m'en fiche, en fait. Ce qui compte pour moi, c'est d'être avec l'équipage, quoi. Et puis j'ai ça. Et puis en plus, en découvrant tous ces métiers de Scrum Master, Coach Agile, je me rends compte aussi que j'ai mis au placard tout un tas de compétences, en fait. Tu vois, j'avais un peu rangé au placard tout un tas de compétences, et c'est vrai que depuis que j'avais lancé mon activité, je ressentais pas mal de frustration, je me sentais un peu à l'étroit dans cette entreprise, j'avais l'impression que j'arrivais pas à lui donner autant d'ambition que j'avais envie, enfin... Voilà, je me sentais... à chaque fois, j'essayais de revoir les choses, de revoir ma vision, de me dire, attends, comment faire, mais j'arrivais pas à bien imbriquer tout ça. Je me sentais pas aussi... j'avais comme si je me sentais pas suffisamment utile, je me sentais pas avoir suffisamment d'impact par rapport à ce que j'avais fait, tu vois, toutes ces années précédentes. En fait, précédemment, on m'avait toujours dit, waouh, c'est bien notamment que j'étais éduque, on me disait, ah, tu dois te sentir utile et tout. Mais j'avais jamais trop pensé à ça, je me rentrais pas chez moi en me disant, ah ouais, je me sens utile. Sauf que là, arrivé en fin 2022, j'avais vraiment ce sentiment de pas me sentir suffisamment utile. C'est marrant. Et puis voilà. Donc du coup, tout ça, donc pas que la raison financière, faisait que c'était vraiment ok pour moi de me dire, écoute, ton entreprise, elle va passer au second plan, quoi. Ouais, bien sûr. Donc je me forme, j'adore ce que j'apprends, mais quand même il me manque un truc, c'est parce qu'en fait c'est des métiers qui sont très liés au milieu de l'informatique. Moi, j'ai pas de background dans l'informatique. Du coup, je me dis, il manque ça. Donc, je cherche, en fait, depuis l'été, je cherchais une entreprise où je pourrais aller faire une sorte de ma vie de Scrum Master, ou en tout cas une immersion, quoi. Et en janvier, je finis par trouver une entreprise, de contact en contact, une entreprise sur La Roche-sur-Yon où je peux faire une immersion de 3 semaines. D'ailleurs, il existe un dispositif qui s'appelle Immersion Facilitée. Vous tapez Immersion Facilitée sur Internet si vous voulez faire des stages. C'est très simple, t'as une convention en 24 heures. Et pourquoi on nous dit pas ça? Ça c'est... Mais oui, exactement.
Exactement. Et donc tu le fais de la durée que tu veux, tu peux en faire autant que tu veux. Ok. Et donc moi, je décide de faire une immersion de 3 semaines en entreprise dans l'informatique. Donc j'arrive dans une boîte à taille humaine, une 50aine de salariés, il y a une équipe de 25 développeurs, voilà. Donc qui bossent sur des projets de développement de logiciels, développement d'applications. Et moi, du coup, je vais suivre un petit peu tout le monde, les Scrum Masters, des Product Owners, des développeurs. Et en fait, il s'avère qu'au bout d'une semaine, je fais un premier feedback de mon observation aux dirigeants de l'entreprise et aux managers. Et en fait, voilà, ça me permet de confronter vraiment ce que j'ai vu, mon observation, et eux, finalement, de me dire, est-ce que ce que je dis, c'est à côté de la plaque, c'est cohérent avec... ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Et il s'avère que ça apporte vraiment quelque chose. Ok. Il s'avère que vraiment, là, on me dit, ah ouais, on s'attendait pas à ce que ça nous apporte finalement autant, quoi. Enfin, ça dépasse nos attentes. Enfin, même s'il n'y avait pas vraiment d'attente, c'était un cadre très très bienveillant qui m'a fait d'ailleurs énormément de bien. Et du coup, je me dis, ah ouais, en fait, c'est pertinent ce que je raconte. Finalement, j'ai des choses à dire. Enfin, voilà. Ouais. Et là, d'ailleurs, depuis avec le coaching et tout ça, j'avais travaillé sur ma croyance comme quoi j'étais moins intelligente que les autres. Et c'est vrai que, tu vois, en arrivant dans cette entreprise, typiquement, je me suis dit, waouh, tu vas arriver dans un milieu où les gens, tu vois, ils ont fait des écoles d'ingénieurs et tout, enfin, toi, tu vas être moins intelligente que les autres. Puis en fait, je me suis dit, non, tu vas pas être moins intelligente que les autres, tu vas apprendre et tu vas apporter ce que toi t'as apporté, t'apporteras forcément quelque chose de différent. Donc je me suis vraiment fait confiance là-dessus, je suis allée au bout de présenter mon regard et tout ça, et du coup, effectivement, j'ai vu que ça apportait de la valeur. Et donc sur les semaines qu'on suivit, j'ai pas que été dans l'observation, j'ai aussi été dans l'expérimentation. J'ai vraiment accompagné notamment une équipe en particulier, j'ai animé des ateliers, des réunions, enfin voilà, j'étais vraiment dans l'action, quoi. Ouais, carrément. Et ça m'a hyper plu, je me suis hyper sentie à ma place. Je me suis sentie utile et ça me faisait énormément de bien d'arriver le matin dans une entreprise et d'avoir des collègues, enfin d'avoir des gens, de dire bonjour à des gens, d'avoir des interactions en fait, et de me sentir en fait inclus, au sein d'une équipe. Donc finalement, tu vois, ça confirmait un peu tout ce qui faisait que je me sentais pas bien ces derniers mois, dernières années, quoi. Donc je me dis, et c'est là d'ailleurs, c'est en janvier 2023 que je prends conscience qu'en fait, avant ça, en fait, c'est juste que j'étais pas prête à y retourner. Parce qu'en fait, depuis que j'avais découvert ça, j'avais un peu une forme de colère envers moi-même, en mode, mais Doris, mais qu'est-ce que tu fous depuis 2 ans? Pourquoi t'as pas découvert ça plus tôt? Enfin, qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Et en fait, là, je me suis dit, ben non, en fait, je pouvais pas le découvrir avant, parce qu'avant, j'étais incapable de remettre les pieds dans une organisation, de retravailler sur une stratégie d'entreprise, une vision, des collaborations, enfin, j'étais pas prête après tout ce que j'avais vécu avec le burn-out et tout ça. Et là, je me sentais prête. Il te fallait le temps aussi, je pense, d'intégrer toutes ces informations-là, d'apprendre. Et je pense que cette période-là, même si tu as pu t'en vouloir, entre guillemets, de ne pas avoir découvert cette vocation-là plus tôt, c'est certainement toutes les petites expériences que tu as eues entre-temps qui t'ont poussé à arriver à ce stade-là, à cette période-là, quoi. Exactement, et ça, je l'ai enfin compris en début d'année, en me disant, ouais, en fait... Et puis en fait, ouais, d'être passé par l'entrepreneuriat, ci et ça, enfin en fait, tout prenait sens, et je m'en voulais plus, et du coup, au contraire, je me disais, ouais, finalement, c'est normal, il fallait ce temps-là, quoi. Mais du coup, j'ai pris conscience aussi quand même de l'impact du burn-out, au final. Ouais, bien sûr. Qui m'a impacté jusque début 2023, quoi, je peux le dire, quoi. Ouais. Donc voilà, du coup, je fais cette immersion qui se passe super bien, je suis super contente. Moi, je me dis, let's go, du coup, je vais dans cette direction. Suite à ça, je termine ma formation, je passe ma certification que j'obtiens. Et du coup, voilà. Et du coup, après, me voilà sur le marché du travail. Et donc, à partir de là, voilà, je commence à postuler. Et dans l'optique de trouver un poste voilà, de coach agile ou facilitatrice ou Scrum Master. Et dis donc, quel parcours. Voilà. Je pense que
le bon mot de la fin qui peut résumer tout ça, c'est... Enfin, le mot, c'est plus une expression, c'est qu'il faut se faire confiance, en fait. Oui. Ouais, t'as raison. Ça résume bien tout ce que tu viens de nous dire, je pense, parce qu'au fond de toi, tu as su, pas forcément à tous les bons moments, mais écouter ce que disait ton corps et ton intuition aussi. Exactement, se faire confiance. En fait, je me le suis dit plein de fois parce qu'en fait, tout ça, des fois, ça nécessite de lâcher des trucs, tu vois. À plein de moments dans mon parcours, j'ai lâché ce que j'étais en train de faire. Et là, tu vois, je lâche. À un moment donné, j'ai décidé de lâcher mon entreprise, en tout cas de la mettre à un autre niveau. Bien sûr. Et en fait, il faut se faire confiance dans ces moments-là. Enfin, tu vois, vraiment écouter, effectivement, comme tu dis, ce que dit ton corps, tes émotions, tes besoins, tes valeurs. Et du coup, vraiment se dire, voilà, je lâche. Je sais pas exactement encore ce qui va se passer derrière, mais je me fais confiance pour construire quelque chose qui va me ressembler. Et puis, voilà, vraiment écouter ce qui fait sens pour toi et ce qui te donne envie de te lever le matin, littéralement. Exactement. Pour le coup. Exactement. Écoute, Doris, si nos auditeurs ils veulent suivre et soutenir ton parcours dans les prochains mois, on les redirige sur ton Instagram peut-être ? Alors, mon LinkedIn, donc c'est Doris Daviet, D-A-V-I-E-T. Et mon Instagram, c'est l'Instagram de mon entreprise, donc Projet et moi. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas donné le nom de mon entreprise. Oui, c'est vrai, je suis en train de me faire la réflexion, c'est fort probable, mais de toute façon, t'inquiète pas, tout sera dans la description pour que les personnes qui nous écoutent puissent aller suivre tout ça. Ouais, voilà. Et puis écoute, pour terminer, moi j'ai 2 petites choses à te demander, des petites recos. Oui. Si tu avais un petit artisan que tu connais ou un projet local qui te tient à cœur et duquel tu voudrais parler, et puis quelqu'un que tu souhaiterais pouvoir écouter à mon micro. Écoute, en personne, en projet à mettre en avant, je voudrais parler de Marion Boudot, la Broma. Donc c'est une personne qui a fait partie de la promotion des Talentueuses. Que j'ai rencontrée, qui est adorable. On lui fait de gros bisous. Qui est chanteuse, musicienne, et du coup, là, qui est en train de travailler sur son premier EP, qui va sortir bientôt. Et par ailleurs, qui propose aussi... d'amener la chanson en entreprise pour créer du lien. Donc elle a fait pas mal de prestats en entreprise pour venir chanter. Et voilà, et du coup ça fait partie des personnes que j'ai accompagnées dans le cadre des Talentueuses et qui est voilà, clairement talentueuse. Ouais, pour le coup, ça lui va très très bien. Tout à fait. Ça lui va très bien. Et c'est un peu, c'est un peu délicat pour moi de parler plus d'une que des autres. Bien sûr. Je pense que les autres comprendront, mais ne voudront pas. mais voilà, c'est vrai que le projet de Marion étant plus, je dirais, mûr là maintenant, je trouvais que c'était intéressant d'en parler, de le mettre en avant. Et vraiment, allez la suivre sur les réseaux, la Broma, sur Instagram et aussi sur TikTok. Écoute, en personne qui pourrait venir parler à ton micro, en fait, je pense à mon compagnon, en fait, parce que... carrément. En fait, lui, il a fait des études de droit. D'accord. De droit dans le milieu du travail, et en fait, aujourd'hui, il est dans le théâtre. Ok. Il est comédien, metteur en scène, et du coup, il a eu un parcours aussi très riche, parce que là, je ne parle que de mes changements à moi, mais... Oui. Il a aussi fait une reconversion complètement à 180. Voilà, il s'est lancé dans le théâtre. Un jour, il a dit j'arrête le droit, c'est pas pour moi, et je me lance dans le théâtre. Carrément. Et donc, je pense que ce parcours peut être hyper aussi inspirant et intéressant. Écoute, avec grand plaisir. Je pense qu'effectivement, vous avez du coup, pour le coup, un couple en pleine reconfiguration souvent. Oui, un couple en mutation. C'est ça, mais c'est trop cool, ça doit être très 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 enrichissant, donc ce sera avec grand plaisir si ça peut l'intéresser de passer à mon micro. Écoute, merci beaucoup Doris. Merci à toi. J'espère que t'as passé un bon moment. Un très bon moment. Merci pour le temps. J'espère que les gens sont toujours là. Oui, en 2 fois. Je l'espère aussi, mais j'ai l'intime intuition que si ils commencent à écouter cet épisode, ils vont réussir à être portés par ton parcours et par
ce qu'on peut en apprendre et en tirer personnellement, parce qu'en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très, très enrichissant. Et je pense qu'il y a beaucoup de petits conseils subtils. C'est pour ça que je t'ai pas posé la question à la fin. C'est que je pense que l'ensemble de ton parcours est ponctué de petits conseils que l'on peut retenir pour son propre parcours et ses propres expériences. Ouais, comme tu dis, je crois que le mot de la fin, c'est faites-vous confiance. Carrément. Et bah écoute, merci Doris, et puis bien évidemment pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver dans la description de cet épisode tous les liens pour soutenir Doris, et puis aussi les personnes que tu as mentionnées un petit peu plus tôt, et le podcast bien évidemment. Et puis nous en attendant on te souhaite le meilleur, de trouver un super poste de Scrum Master, et puis moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions. Merci, salut Doris. Merci, salut.